Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, en cette fin d'année, on sort de l'école et on sort même de l'université pour s'intéresser à l'entrée dans le monde du travail de la génération Z. Tout n'est pas rose, vous le verrez, on va en parler avec l'invité du Grand Oral, Daphné Breton. L'anti-sèche des Mag-SL, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu anniversaire et programme d'histoire en ce 4 juillet, retour sur le 4 juillet 1776, Independence Day, nous allons aux États-Unis. L'heure de la récré, toujours avec Emma, c'est la guerre. Spécial bêtisier, c'est la chasse aux moustiques, ennemi juré de l'été, elle va tout vous dire. Rendez-vous enfin avec Amélie Paris, prof documentaliste au collège Maurice Utrio à Paris dans le 18e. Les A des collèges, c'est le nom de sa chronique et je vous dis à chaque fois qu'elle est à Maurice Utrio. Mais justement, qui était-il et pourquoi donne-t-il le nom à ce collège du 18e arrondissement? Amélie vous le dira. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Je ne vais pas vous la chanter, mais je vous l'ai dit. C'était un aquaboniste un peu trop idéaliste qui répète sur tous les tons à quoi bon. Un aquaboniste, un drôle de je m'en foutiste qui dit à tort ou à raison à quoi bon. Un aquaboniste qui n'a pas besoin d'oculiste pour voir la merde du monde à quoi bon. Nous sommes en 1978. Jane Birkin chante l'aquaboniste. Et la même année, le Nouvel Obs évoque pour la première fois la bof génération. Ce sont des jeunes nés dans les années 1960 et qui sont, je cite, désabusés, incapables de trouver la passion dans un monde sans émotion et peu engagé en politique. Fin de citation. C'est au tour des enfants de cette beauve génération de ne plus trouver le sens, cette fameuse génération Z, qui selon une récente étude est la plus exposée à des symptômes d'épuisement professionnel. Alors que se passe-t-il? On va poser aujourd'hui la question à la consultante et psychologue du travail et des organisations, Daphné Breton. Daphné, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir éclairer notre lanterne sur ce grand mystère de la génération Z. Il y a des mots qu'on entend énormément. Vous, en fait, en tant que professionnel, l'approche par génération, elle ne vous parle pas tant que ça? Non, pas tant que ça, parce qu'elle a tendance à stigmatiser dans un premier temps, généraliser des cas qui sont très différents. Quand on parle de génération, on oublie les différences et les inégalités qui se creusent dans un certain nombre de populations, et notamment chez les jeunes. Au sein de la même génération? Tout à fait. On parle d'une génération Z, mais on ne différencie pas forcément la génération Z surdiplômée, la génération Z moins diplômée, la génération Z précaire et celle qui est plutôt dorée. Donc, c'est des tendances qui sont totalement différentes au sein de cette génération et qui, pour moi, doivent être identifiées et évoquées pour éviter de les gommer quand on parle de tendances. Quand on parle, alors ces tendances en question, quand on parle de génération Z, au fond, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que souvent, on pense aux surdiplômés qui travaillent dans des grandes entreprises. C'est ça, au fond. On parle du diplômé de grande école qui ne trouve plus le sens parce qu'il a l'impression de détruire la planète en faisant je sais pas quoi, de l'ingénierie chez Total. Tout à fait. Une génération qui a plus le choix sur le métier qu'il va exercer, sur les postes qu'ils vont avoir. Alors qu'à l'inverse, on a des populations moins diplômées qui sont issues plutôt de familles défavorisées, pas forcément avec un rapport égal à l'éducation, l'école, la réussite, etc. Et donc, on a un rapport au travail qui va être différent. On va avoir le choix ou pas de travailler, le choix ou pas de choisir, d'encadrer, de manager et des travails. Et donc un emploi qui va être différemment rémunérateur et dans lequel on ne va pas rechercher la même chose. On va avoir, pour ceux qui sont moins diplômés, la nécessité de se loger, de manger, enfin de répondre à ses besoins primaires en premier lieu et pas forcément avoir le choix de choisir un emploi rémunérateur, mais surtout d'avoir quelque chose. Déjà avoir un emploi. Tout à fait. Certains diraient que le travail se trouve de l'autre côté de la rue, c'est une autre question. Il y en a qui font le tour sur le Vieux-Port. Mais effectivement, la question de l'épuisement professionnel ou de toutes ces choses-là s'attache plus à parler de cette génération diplômée, voire surdiplômée, dans lesquelles on est sur un contexte de marché de l'emploi différent et sur lesquels on est aussi sur une population qui est beaucoup plus diplômée qu'elle n'était il y a 50 ans, donc avec des problématiques nouvelles qui n'existaient pas il y a 50 ans. Oui, parce que si vous étiez il y a 50 ans, alors je n'ai pas le chiffre exact, je dois l'avoir sur 85. Enfin, en 85, on avait 30% de bacheliers dans une génération. Oui. On est à 90 aujourd'hui et on est passé, pareil, pardon, j'ai le chiffre de 85. Ça fait pas 50 ans, mais bref, d'1 million à 2 millions d'étudiants. Enfin, je veux dire, oui, c'est une révolution complète. Une surreprésentation maintenant par rapport à avant des diplômes supérieurs. Et donc, sur le marché de l'emploi, des étudiants avec des diplômes supérieurs qui doivent beaucoup plus se battre et se retrouvent beaucoup plus en concurrence sur le marché de l'emploi que ne l'étaient leurs parents à l'époque dans la même situation d'études.
Donc, tous ces mots qu'on a vus apparaître, qui sont des anglicismes dans le vocabulaire, alors ça commence par le burn-out, ça fait un certain nombre d'années, donc je suis cramé au sens propre du terme par la pression professionnelle, j'en ai marre. Alors ensuite, on a vu arriver le bore-out, c'est-à-dire j'y vais mais je m'ennuie. On a le quiet quitting, c'est-à-dire en fait j'y vais, je m'ennuie, et tout ça n'a même plus de sens. C'est une sorte de démission, mais je continue à aller chercher le salaire. Mais tout ça, vous le constatez quand même, c'est une catégorie de cette génération Z? Oui, alors pour ma part, en tout cas pour ce qui concerne ma consultation, on va dire que ceux qui s'adressent à moi sont beaucoup plus de jeunes cadres et donc accèdent à cette problématique des conditions de travail qui se sont dégradées pour l'ensemble de la population et des actifs français, européens et j'ai envie de dire peut-être aussi mondial, mais j'en ai pas forcément moi la vision directe. Et donc pour ces jeunes travailleurs et pour ces travailleurs des conditions de travail qui sont dégradées, des moyens organisationnels qui sont beaucoup moins importants par rapport à la demande et aux objectifs qui, eux, sont plutôt de plus en plus importants et une grosse pression. Donc une intensification des rythmes de travail, des conditions de travail, de la charge de travail et avec un abaissement de l'autre côté des moyens. Bon, on va parler de cette dégradation des conditions de travail, de l'abaissement des moyens avec Daphné Breton, consultante et psychologue du travail et des organisations. Je précise que votre consultation fait partie d'un réseau qui s'appelle Souffrance et Travail, créé par Marie Peset. On vous retrouve, si vous voulez bien, juste après l'Anti-Sèche. Emma Guessel, c'est la fête aux États-Unis. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, 4 juillet, l'Amérique célèbre sa fête nationale, l'Independence Day. C'est un des rares jours fériés aux États-Unis. Et les festivités sont prévues toute la journée, partout dans le pays. Je crois qu'il y aura des barbecues. Enfin, c'est pas la fête de la planète, quoi. Et des végétariens. Mais c'est une fête immense là-bas. Vous nous racontez les origines de ce jour très spécial? Oui, et pour comprendre les origines de cette journée, il faut revenir au XVIIIe siècle, en 1776, car c'est le 4 juillet 1776 que les 13 colonies britanniques faisaient sécession pour donner naissance aux États-Unis d'Amérique. Des colonies britanniques qui ont été fondées à partir du début des années 1600 et qui se réunissent en 1775. Oui, regardez à quoi cela ressemble. Je vous en ai déjà parlé dans la quotidienne. Il s'agit de toute la côte est des États-Unis actuels, du Massachusetts à la Géorgie. À cette époque-là, l'Angleterre lance une vaste politique de conquête. Elle colonise donc l'Amérique du Nord. La première colonie créée est la Virginie en 1607, avant que les 12 autres ne suivent au fil des années. Et la Géorgie est donc la dernière à rejoindre les colonies en 1732. Ce qui n'empêche pas les colons américains de se sentir victimes d'injustice et de commencer à rêver d'indépendance. Mais oui, ils n'aiment pas beaucoup la pression qu'exercent les Anglais sur eux, car à l'époque, le roi George III taxe le commerce du sucre, les timbres, le thé, pour pouvoir financer les armées anglaises, ce que les colons américains vivent comme une injustice folle. Et de premières révoltes éclatent avec une réponse assez ferme du roi. Il fait juger les coupables directement en Angleterre, mais cela ne suffit pas. Et à partir des années 1750, un grand mouvement de résistance au pouvoir britannique se met en place. On écrit des pamphlets, on critique la politique anglaise, on multiplie les actes de résistance et on commence à entendre ici et là parler de liberté et de droits individuels. Et on peut regarder Outlander sur Netflix. Dans la nouvelle saison, il en était question de cette guerre d'indépendance, puisqu'on arrive au point de non-retour, ce qu'on va appeler le Boston Tea Party, qui va mettre un petit peu plus d'huile sur le feu et de thé dans l'eau. Exactement, c'est une révolte américaine qui a lieu à Boston contre le Parlement britannique. On est en 1773, donc 3 ans avant la déclaration d'indépendance, et des colons américains embarquent à bord d'un navire britannique et jettent à la mer 342 caisses de thé qui appartiennent à la Compagnie anglaise des Indes. Alors à l'époque, cette compagnie avait le monopole de la vente de thé dans les colonies américaines, ce que les colons considéraient comme étant bien sûr profondément injuste. Alors cela semble pas si fort comme ça, comme acte de résistance comme ça, mais en fait ça va avoir un effet déjà comme un effet de... Ça va les souder. Voilà, exactement, ça va les souder une partie de la population et faire naître un sentiment d'unité et une forte envie d'indépendance. Et si vous allez à Boston, il y a encore, je crois que c'est à peu près chaque jour, une espèce de cérémonie où on jette quelques ballots dans l'eau pour commémorer le Tea Party. Voilà, mais il faut faire la queue, tout ça, machin. Ah oui. Ça se réserve, quoi. Vous l'avez fait. Et il raconte l'histoire. Non, je ne l'ai pas faite, mais je sais que c'était possible. Indépendance déclarée donc le 4 juillet 1776 après un vote unanime du Congrès américain. Et après plusieurs tentatives de conciliation rejetées par le roi George III. Alors à l'origine de la rédaction
de ce texte 5 hommes, dont un certain Thomas Jefferson, qui deviendra ensuite le 3e président des États-Unis et qui a un fort lien avec la France, puisqu'il a été ambassadeur des États-Unis en France de 1785 à 1789, en pleine période de la Révolution française. Et l'histoire de l'indépendance américaine a beaucoup influencé les idées des Lumières en France. Écoutez par exemple ce que dit Condorcet en 1786. L'Amérique nous a donné cet exemple. L'acte qui a déclaré son indépendance est une exposition simple et sublime de ses droits si sacrés et si longtemps oubliés. Le spectacle d'un grand peuple où les droits de l'homme sont respectés est utile à tous les autres. Il apprend que ces droits sont partout les mêmes. Et voilà, et puis évidemment, on peut relire le classique de Tocqueville de la démocratie en Amérique. Jefferson qui adorait la France. Est-ce que vous savez on dit que la Maison Blanche a été inspirée par 2 bâtiments en France. Un château dans lequel il avait été. Ah bon? Voilà, et la maison de la Légion d'honneur qui est face au musée d'Orsay à Paris. Ça ressemble un petit peu si vous regardez les photos. Après tout cet épisode-là de l'indépendance, une guerre d'indépendance, guerre très meurtrière. Oui, puisque la couronne britannique n'entendait pas donner l'indépendance comme ça aux Américains sans riposter. Mais la guerre est finalement remportée par les Américains, ce qui a encore plus renforcé la symbolique de la date du 4 juillet, que les Américains vont donc fêter toute la journée aujourd'hui avec des parades géantes et bien évidemment, comme chaque année, le concours du plus gros mangeur de hot dog. Vous disiez que c'était pas très bon pour la planète, en effet. Non, ni pour la santé. Ni pour la santé, tout à fait. Mais c'est bon quand même le hot dog. Sauf que là, c'est à quel endroit? Alors à Coney Island, à New York. Et alors le record quand même pas mal, en 10 minutes, à votre avis? Je ne sais pas. 76 hot dogs pour un homme. C'est moitié moins pour les femmes. Vive l'indépendance. Ouais. Emma, merci beaucoup. Merci à vous. On retrouve l'invité du Grand Oral, Daphné Breton. C'était il y a 10 ans, une étude de l'UNICEF menée auprès de plus de 11 000 mineurs de 6 à 18 ans révélait que près de 40% d'entre eux étaient en souffrance psychologique et que 45% se sentaient angoissés de ne pas réussir assez bien à l'école. On parle des troubles psychiques cette fois à l'entrée dans la vie active, mais au fond on parle des mêmes, puisque ce sont ceux qui vont mal aujourd'hui. Est-ce que quand ils arrivent, ces surdiplômés sur le marché de l'emploi, ils ne sont pas aussi lestés de 5, 10, 15 ans de pression scolaire, de il faut y arriver, travail, et au fond ils sont déjà cramés quand ils entrent? C'est-à-dire qu'on a un rapport, alors je pense que c'est en Europe aussi particulier, notamment en France, par rapport à la réussite, à la performance et à la notation. Donc c'est vrai qu'on attend des élèves qui soient les meilleurs. On ne cherche pas à ce qu'ils soient uniquement bons et qui se développent et prennent du plaisir à l'école. Il faut qu'ils démontrent qu'ils ont des bonnes notes. Et donc ce système qui est très intégré à force du temps se poursuit aussi après le bac, où on se retrouve dans certains secteurs, pour ne pas parler de la finance, du conseil, de la médecine ou encore de l'architecture, avec des systèmes dans lesquels on replace encore une fois les étudiants sur un système de concurrence accrue, de compétition, d'écrasement de l'autre, avec des concours et avec des conditions d'études et de travail dans les études qui sont totalement dégradées. Moi, j'ai des étudiants qui travaillent jusqu'à 80 heures par semaine. La notion des charrettes pour les étudiants d'archi, c'est bien connu. La médecine, avec tous les rapports qui sont sortis sur le nombre d'heures de travail des étudiants en médecine, est assez accablant. Et parfois des heures sans sommeil, terrifiantes dans les hôpitaux. Et donc on place aussi, dès l'entrée dans la vie active sous forme de stage, ces nouveaux travailleurs à des conditions vraiment sous pression. Sous pression. Donc il n'est pas étonnant qu'au moment où ils se lancent dans leur premier emploi, ils soient déjà à moitié cramés, comme vous le dites, et avec des conditions qui leur sont données, qui ne sont pas non plus favorables au maintien de leur santé physique et mentale. Dégradation des conditions de travail, dégradation des conditions dans l'entreprise, augmentation de la pression. Dans un entretien que vous avez donné récemment dans un podcast, vous faites remonter ça, on vous demande si ça date de maintenant, du Covid, et vous dites quand même il y a une vraie bascule aux alentours, 2008, la crise de 2008 en fait, qui a bouleversé les choses dans les entreprises. C'est-à-dire que les jeunes qu'on retrouve sur le marché de l'emploi ont connu cette crise de 2008. Pour certains, ont vécu le licenciement de leurs propres parents ou d'un membre de leur famille, ou en tout cas une précarisation de ces travailleurs assez proches dans leur environnement social. Et donc, ça a marqué un certain nombre de choses. La crise climatique qu'on connaît aujourd'hui et qui va se poursuivre pour l'humanité dans les années qui arrivent n'est pas forcément sans rassurer cette population de jeunes. La crise du Covid est venue fortement impacter la santé mentale des Français, et les plus touchés, ça a été notamment les jeunes qui se sont retrouvés totalement isolés, précarisés,
déscolarisés, avec des revenus très moindres. Enfin, aujourd'hui, en 2019, on parlait déjà d'un jeune sur 5 qui vivait sous le seuil de pauvreté, des chiffres qui ont dû certainement fortement s'accentuer avec la crise Covid. Et donc aujourd'hui, on a des perspectives d'avenir qui ne sont pas forcément rassurantes, des conditions d'emploi et de travail qui se dégradent, et donc on a un combo contextuel qui ne favorise pas, certains diraient, le bien-être au travail, mais ça va plus loin, c'est-à-dire que c'est le maintien de la santé. C'est le maintien de la santé, et qui coïncide avec des modalités de gestion de l'entreprise qui remontent à avant 2008 d'ailleurs, mais certaines sont très connues, ce qu'on appelle le lean management, si mes souvenirs sont le toyotisme, toutes ces choses-là, c'est-à-dire un travail en flux tendu et en même temps une financiarisation des entreprises, c'est-à-dire le résultat, et on est transformé en machine à produire, et pression permanente, beaucoup moins de sens, et un management qui n'est pas forcément bienveillant. Alors, qui n'est pas forcément bienveillant, pas forcément qu'ils le souhaitent en tout cas, mais qui se retrouvent aussi à devoir maltraiter leurs équipes parce que même sous pression, des objectifs qui deviennent inatteignables. Et effectivement, encore une fois, une intensification des conditions de travail, un besoin d'une productivité qui n'a pas de fin, qui n'a pas de cesse, parce qu'il faut sans cesse se reporter aux années précédentes. Et donc, si on a fait plus 3% de chiffre d'affaires l'année précédente, l'actionnaire demande un plus 10 l'année suivante. Donc ça se rejoue sur le terrain et au niveau de chaque poste de travail. Et donc effectivement, des salariés qui sont mis sous pression avec des nouvelles organisations qui ont tendance à venir déconstruire le sens et la qualité du travail de chaque salarié, de chaque travailleur, et un management qui n'a pas forcément beaucoup de moyens et de marge de manœuvre pour essayer de venir re-questionner et les moyens organisationnels et la reconnaissance du travail accompli par leurs équipes. Et ça a des effets très concrets, on va continuer à en parler. Vous avez prononcé le mot sens, et le cabinet que vous avez fondé s'appelle justement Sens et Travail. Il est à Paris, vous avez ouvert une consultation spécialisée dans l'accompagnement des personnes en situation de souffrance psychique et ou physique en lien avec leur situation professionnelle. On se retrouve, si vous le voulez bien, juste après la récré, parce qu'on a besoin de respirer, on va jouer un petit peu. Je ne sais pas si vous connaissez les règles du Uno, on va voir ça avec Emma. Emma, on se retrouve pour la récré, c'est l'été, chaque été la même rengaine, le retour des moustiques, il y a même l'arrivée du moustique tigre qui remonte un petit peu dans toute la France. Qu'est-ce qu'on fait ? Emmanuel, figurez-vous que je réfléchis à ma stratégie anti-moustique très tôt dans l'année, tant je suis exaspérée par l'attrait qu'ils ont. Ils ont pour moi ces moustiques, j'en peux plus, donc ils m'adorent, je les déteste toujours plus, donc j'ai élaboré des stratégies déjà radicales. Chez moi, j'ai posé une moustiquaire à mes fenêtres, ça existe, ça se trouve partout. C'est vrai. Vous les découpez de la taille de votre fenêtre, il y a un système de colle et hop, vous êtes tranquille, ça a changé ma vie. Mais vous n'avez pas peur que votre chien saute par la fenêtre en plus parce non, vous pouvez laisser tout ouvert. Exactement, donc ça c'est génial. Alors, super, mais j'ai pas trop bricolé moi. Voilà, donc si c'est pas trop votre truc, j'ai une autre astuce, apparemment ça fonctionne très très bien. Les moustiques, vous savez, détestent les fortes odeurs. Donc vous prenez un ancien pot à confiture, vide, vous le remplissez d'eau et vous mettez des herbes, du romarin, de la lavande, du thym, enfin tout ce qui sent un petit peu fort. Les moustiques détestent, vous rajoutez ensuite quelques petites gouttes d'huile essentielle de citron et normalement les moustiques vont vous détester. D'accord, c'est un peu le même principe que quand on s'asperge de citronnelle ou des choses comme ça. C'est la même idée. Exactement. Je vous trouve très dur avec les moustiques. Moi, je vous connaissais grande défense des animaux pendant toute cette saison dans la quotidienne. Mais vous avez raison, mais en préparant cette chronique, je me suis rendu compte que les moustiques avaient un rôle dans la chaîne de pollinisation. Donc je suis obligée de un petit peu moins les détester. Vivez, les moustiques. Loin de moi. Voilà, vivez, mais loin de moi. Voilà. Emma, merci beaucoup. Grand oral, Daphné Breton. En cette fin d'année, la quotidienne passe de l'autre côté du miroir et regarde ce qu'il y a après les études. Ce dont on vous parle pendant toute l'année, c'est pas forcément tout beau. Les jeunes sont déjà très fatigués moralement, psychiquement. On l'a vu au cours de leurs premières années de vie active et on en parle avec Daphné Breton. La balle, elle est un peu quand même dans le camp des employeurs. Dans les camps des employeurs, dans le camp de l'État. Pour résoudre tous ces problèmes. Oui, c'est ça. C'est aussi une question de politique plus large et de société. Bien évidemment qu'elle est dans le camp des employeurs. C'est aussi dans le camp des employeurs et de l'État, comme je le disais, de venir sensibiliser, former les futurs travailleurs à leurs droits, aux obligations des employeurs quand ils rentreront sur le marché de l'emploi, de venir sensibiliser sur la nécessité d'avoir une santé, et notamment mentale, qui reste saine, de les alerter quand ils
quand ils constatent une dégradation et des premiers signaux symptômes d'alerte. arrivent et il faut mieux le faire aux premiers symptômes. Tout à fait. Et d'être dans de la prévention plutôt que toujours dans le soin. Il y a des solutions pourtant. Alors, je lisais tout récemment un post sur LinkedIn qui disait la chose suivante. Qui a dit que la génération Z ne voulait plus bosser dans des grandes boîtes? Qui constate que la jeune génération a perdu sa motivation pour travailler en entreprise, entre guillemets, comme dans le monde d'hier? Pourtant, hier, le bilan d'une expérimentation menée par l'AFEV, qu'on aime beaucoup ici, est venu contredire un peu ces constats. Dans une logique d'incubateur et d'un long chemin parcouru ensemble, etc., une dizaine de jeunes alternants ont témoigné de leur expérience de jeunes mentors. Témoignage incroyable, dit Christophe Paris, qui dirige l'AFEV et préside un collectif, le collectif Mentorat. Et c'est Isabelle Giordano de la Fondation BNP Paribas qui a fait ce poste. Donc en fait, il y a des solutions. Mais bon, rien que cette notion de mentorat, d'avoir un jeune aîné qui s'occupe de nous, ou un aîné moins jeune d'ailleurs, ça peut tout changer. L'intégration est primordiale. Voilà. C'est ce qui a été fortement fragilisé d'ailleurs pendant la période Covid, où on a intégré des nouveaux embauchés, quel que soit leur âge d'ailleurs, dans des contextes d'isolement professionnel parce qu'on était chez eux. Oui, c'est ça. Pour des jeunes diplômés, il faut, même s'ils ont des compétences académiques très développées, la compétence professionnelle et l'expertise métier, elle n'est pas encore connue. Donc il s'agit de l'expérimenter et pour ça, il faut être accompagné par ceux qui sont dans l'institution, dans l'administration, dans l'entreprise, pour leur faire connaître les codes et les repères professionnels. Et ça, c'est pas forcément très investi. Alors, beaucoup de responsabilités du côté de l'État, des entreprises. Est-ce qu'il n'y en a pas un tout petit peu pour les jeunes aussi quand même, qui s'inscrivent ou qu'on a inscrits dans des systèmes de valeurs qui ne sont pas ceux de leurs parents ou de leurs grands-parents, notamment autour du rapport à l'effort, du rapport... les choses ont quand même changé aussi. Quand on leur demande, on leur dit dans certains métiers, et ça choque parfois les professionnels, qui disent, bah oui, on leur demande de rester jusqu'à 20h pour terminer un truc. On a toujours fait ça. Bah non, il est 18h, je m'en vais. Alors, du côté de l'individu, oui, j'aimerais. Alors moi, je suis plutôt de celles qui pensent que c'est la structure qui définit les comportements individuels plutôt que l'inverse. Même si, à un moment donné, quand il y a un retournement, ça part bien du côté de l'individu pour faire changer les structures. Donc oui, il y a des choses qui changent. Encore une fois, ces jeunes générations ont vécu la fragilisation de la santé de leurs proches vis-à-vis de leur rapport au travail. Donc, ces jeunes générations n'ont plus forcément envie de subir à leur tour ce qu'elles ont pu constater en grandissant. C'est leurs parents. Donc, bien évidemment qu'il y a un changement. Et qui parfois, en plus, pardon, je vous coupe, mais n'ont pas été récompensés par le monde du travail. Parce que le taux de chômage des plus de 50 ans fait écho. Il y a quand même un effet de miroir avec celui des moins de 25, en fait. Tout à fait. Et ce qui va aussi en lien, c'est que, je le disais tout à l'heure, mais une population beaucoup plus diplômée, les cadres se rattachent beaucoup plus pour définir leur identité à leur emploi, les moins diplômés beaucoup plus à leurs liens familiaux et amicaux. Donc, on a cette tendance qui a changé aussi ces dernières décennies où on se rapporte beaucoup plus à son travail qu'avant parce que population plus diplômée. Population plus diplômée, mais pas forcément qui vit mieux, en tout cas plus longtemps et en meilleure santé. Les chiffres le montrent. On a un âge qui, en bonne santé, qui recule. On a une santé des jeunes qui diminue. Oui, qui diminue. Ouais. Une santé mentale des jeunes qui se dégrade et de plus en plus vite et de plus en plus fort. Donc on a tout un tas de signaux qui démontrent que, en tout cas, le monde du travail n'est pas forcément favorable à la santé, même si le travail est quand même, il reste l'emploi un facteur protecteur vis-à-vis de la santé mentale. Voilà, en tout cas, il y a une expression que vous n'aimez pas, c'est quand on dit que la jeunesse est flemmarde. Non, je n'aime pas du tout. Pas du tout. Je me suis dit, je vais vous énerver juste avant de passer la parole à Amélie Paris. Parce qu'en fait, c'est pas ça. Non, parce qu'il faut leur donner l'envie et la motivation de se donner dans un emploi. Et pour autant, quand ils s'y donnent, ils n'en retirent pas forcément les fruits. Et on leur met pas forcément une photo du marché de l'emploi comme quelque chose d'épanouissant non plus. Et on leur porte pas un très grand intérêt. Donc, en tendance, même si j'aime pas forcément faire ces tendances-là, mais ça ne donne pas forcément envie à tous les nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi de se donner à 200%, bien sûr. Sur un poste. Bon, allez, il y en a une qui se donne à 200% ici, c'est Amélie Paris. Vous vous rendez compte, elle est à la fois chroniqueuse à School TV et prof documentaliste au Collège Maurice Utrio. Vous restez avec nous, Daphné. On va l'accueillir dans quelques instants. Ce sont les années collège. C'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris. Amélie, bonjour. Toute l'année, je vous ai présenté en disant que vous étiez chroniqueuse ici, mais aussi prof documentaliste au Collège Maurice Utrio à Paris dans le 18e, en réseau d'éducation prioritaire. Alors, vous avez pris les termes du sujet un jour, vous avez dit, tiens, je vais vous expliquer ce que c'est que la REP, les REP, ou les REP+, d'ailleurs. Mais Maurice Utrio, dont on parle tant, alors on sait qu'il est peintre, mais
Racontez-nous Maurice Utrillo qui a donné le nom à ce collège dans le 18e arrondissement. Oui, alors Maurice Utrillo, donc il est né en 1883 au pied de la butte Montmartre, donc dans le 18e arrondissement. Il est d'ailleurs un des rares peintres de Montmartre à y être né. Alors il est le fils de Suzanne Valadon et il ne connaît pas son père biologique. Et c'est l'amant de sa mère, le peintre catalan Miquel Utrillo, qui le reconnaîtra dans sa 8e année. Alors sa mère, Suzanne Valadon, a dû renoncer, elle, à sa carrière d'acrobate suite à une chute sur le dos à l'âge de 15 ans. Oui. Et alors elle est devenue modèle des plus grands peintres, parfois à Mantes, donc de Toulouse-Lautrec, de Renoir, de Puvis-de-Chavannes et de Degas. Et c'est d'ailleurs ce dernier qui va la pousser à peindre et c'est lui qui lui achètera ses premiers dessins. Et une femme, à la fin du 19e siècle, peintre, c'était quand même quelque chose de très rare. Absolument. Emma nous avait d'ailleurs raconté l'histoire de Suzanne Valadon cette année. Et il y a une exposition en ce moment. Exactement, c'était à cette occasion-là. Ouais. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'il arrive, Maurice ? Il arrive à ce moment-là. Ce sera le fils unique de Suzanne Valadon et il va être élevé avec sa mère et sa grand-mère. Il devient alcoolique ? Mais oui, très vite. Mais très vite quoi ? Très vite alcoolique. Non, mais j'entends. Mais très vite 15 ans ou très vite 35 ? À 14 ans. Oui. Ah oui, quand même. Ouais, et c'est son médecin qui va l'encourager à peindre pour trouver un dérivatif à son alcoolisme, donc très précoce. Alors, il va partager son atelier avec sa mère et avec un ami à lui, le peintre André Hutter, qui va devenir le mari de sa mère. Donc le trio infernal, comme on les appelait à l'époque sur la butte Montmartre, vivait au 12 rue Cortot, qui est aujourd'hui le magnifique musée de Montmartre. Ah, super. Et alors la peinture, elle va l'aider finalement ? Ah bah, évidemment, elle va l'accompagner, l'aider à surmonter donc son quotidien douloureux. Il fait souvent des cures de désintoxication. Alors dans sa peinture, l'influence du travail de sa mère est très présente. Mais comme il ne voulait pas rivaliser avec elle, lui a préféré peindre des paysages. Et il a choisi Montmartre, qu'il connaît parfaitement, les ruelles, les places, les vignes, les moulins. Il expliquera en 1918 qu'il a peint 1000 toiles de Montmartre. Comme beaucoup de peintres, comme Picasso notamment, quasi contemporain, sa peinture connaît plusieurs périodes, dont la plus connue est la blanche chez Utrillo. C'est pas la bleue ou la rose. Non. Chez Utrillo, c'est la blanche. Oui, la blanche. Donc 1910, c'est une date importante qui va vraiment marquer un tournant dans la carrière de l'artiste, parce qu'il se fait remarquer par un marchand d'art et donc il va exposer ses œuvres, il va commencer à pouvoir vivre de son art et il va entrer donc dans cette période blanche où il va travailler au couteau, le blanc de zinc, mais aussi le plâtre qui vient de Montmartre. Et alors à cette époque-là, dans ces tableaux, il n'y aura aucun personnage. Et on va vraiment ressentir donc la solitude de l'artiste. 1914, la guerre, un tournant pour le monde entier et pour Utrillo à l'intérieur de ce monde. Oui. Alors il va se faire réformer et là, il va rentrer dans une autre période qui va être sa période colorée, cette fois donc avec des couleurs plus vives, plus gaies et surtout un trait plus affirmé et des personnages qui commencent à apparaître. Alors ils apparaissent d'abord de dos, puis après on commence à les voir de face ou de trois quarts. Donc les années passent, il voit sa cote de popularité monter, ses œuvres sont exposées dans des galeries d'art et il décide de quitter Montmartre en 1921 et il part s'installer dans la région lyonnaise, mais Montmartre ne le quittera pas parce qu'il va continuer de peindre Montmartre grâce à ses souvenirs et grâce à des cartes postales. Extraordinaire. 51 ans, il se marie avec Lucie Valor, qui est peintre elle-même. Et là, c'est plus Montmartre, c'est le Vésinet. Mais il continue à peindre au Vésinet. Oui. Il va mourir. En 1955, à Dax, à l'âge de 72 ans, et il sera en cure avec sa femme. Il est enterré au cimetière de Montmartre, et c'était donc impossible qu'un établissement du 18e arrondissement, au pied de la butte Montmartre. Enfin, comme tout le 18e d'ailleurs. Amélie, merci beaucoup. Vous avez suivi... ce que disait Daphné sur le sens au travail, vous avez choisi finalement deux métiers, ou la succession de deux métiers, journaliste et prof documentaliste. Prof doc et les deux à la fois. Et les deux en même temps. Et donc, au fond, quand ça ne va pas à l'un, ça va à l'autre C'est une solution, Daphné. Vous observez ça, des gens qui essaient de... Les slasheurs, les slasheuses, c'était très à la mode, ça. C'est-à-dire qu'ils s'adaptent au marché de l'emploi. Les CDI à temps plein ne sont pas forcément permis pour tout le monde, notamment quand on est une femme. Et donc certains cumulent des emplois. Alors mais ça, c'est pas forcément sympa quand c'est une obligation. Quand c'est une obligation, non. C'est comme ça. toute obligation d'ailleurs. Et quand c'est choisi, en revanche, ça peut donner du sens. Ça peut, oui.
Merci beaucoup en tout cas Daphné de nous avoir accompagnés dans cette émission. L'année touche à sa fin, on s'est dit qu'on allait regarder ce qui se passait après le bac, après les études. Merci beaucoup Amélie, bonnes vacances, c'est l'acquis pour vous. Vous aussi. On va se retrouver quand même dans les jours qui viennent. On se retrouve avec Amélie en revanche à la rentrée pour de nouvelles années collège. La quotidienne de School TV c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup aussi à toute l'équipe, Laure Audemont au maquillage, pour la préparation de l'émission Marine Plantec, assistée en régie par Emma Frary, Maxence Mougin pour le son, Ulysse Touré pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez surtout en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.